Donc, je vais vous parler, donc j'ai essayé de faire le sujet que devait faire Michel Canis. Déjà pour vous dire que je suis impressionné, d'une part, je n'ai pas vraiment eu le temps de le préparer, d'autre part parce que c'est l'équipe de Clermont-Ferrand. Comme vous le savez, c'est peut-être l'équipe de référence qui a, on va dire, tout inventé en chirurgie cœlioscopique, sous l'égide de Maurice-Antoine Bruat, et maintenant Michel Canis, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors on va parler de, là c'est le congrès qu'il réalise le 4 à 5 et le 6 avril, qui est certainement un congrès intéressant pour aller encore plus loin que la chirurgie, donc c'est un plaidoyer pro de mots. Quoi de neuf sur la chirurgie des adhérences? Alors on a vu tout à l'heure donc quelque chose d'un peu dramatique, puisqu'on parlait du cancer, là, les deux communications qui vont suivre ne font pas appel au cancer, donc je dirais le sujet est moins dramatique, mais la préservation de la fertilité c'est important. Alors quoi de neuf dans ce domaine, dans le domaine en particulier des adhérences? Alors, la microchirurgie. La microchirurgie, c'est pas nouveau, puisque ça a été inventé par Skolin, c'était en 1967, les premières publications. Et puis dans les années 70, on a vu les grands papes de la microchirurgie, qui étaient Victor Gomel ou Robert Winston à Londres, qui ont vraiment tout dit. Et tout ce qui est aujourd'hui vrai sur la chirurgie des troncs, tout ce qui est vrai sur la chirurgie des adhérences a été dit dans les années 80. Ça a été oublié, ça a été repris après par d'autres techniques, mais en réalité tout a été déjà dit, tous les principes ont été dits à ce moment-là, et vous verrez qu'ils sont tout à fait d'actualité. Les principes que vous avez ici restent vrais, c'est-à-dire le grossissement, le fait d'être atraumatique sur les tissus, d'avoir une hémostase méticuleuse, d'éviter des corps étrangers trop importants, pas de gros fils, d'éviter des ischémies des tissus, d'enlever les tissus anormaux, etc. Tout ce qui est marqué ici, ça reste parfaitement vrai. Et on termine par l'irrigation et l'humidification des tissus, ce qui est important en particulier lorsqu'on va parler de la prévention de la formation des adhérences. Alors, la technique, elle est vraiment essentielle, et il y a plusieurs diapos qui en parlent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut démontrer que, puisqu'un des objets de ce topo, c'est de savoir comment on peut prévenir les adhérences, la première prévention des adhérences, c'est la technique. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. On peut mettre tous les anti-adhérents et on va en parler possible. Si la technique est mauvaise, si on n'a pas respecté les tissus, ça ne sert strictement à rien. Vous voyez que là, voilà juste très rapidement les résultats de la microchirurgie tels qu'on peut l'envisager lorsqu'on a une bonne technique. Et vous voyez, c'est sur ce qui est intéressant, c'est le birth weight, c'est évidemment le taux de grossesse avec enfants qui naissent. Et vous voyez que lorsqu'on a une adhésiolyse toute seule, on a 31% de grossesse, l'abdominoplastie, cette vagostomie entre 38 et 22%, on y reviendra. En fait, cette chirurgie donne des résultats aux alentours de 30 à 40%. C'est une série ancienne, je vous en montrerai d'autres après. Tout va être en fait une question aujourd'hui de sélection, puisqu'on a une alternative. Est-ce qu'on va opérer les trompes ou est-ce qu'on va faire la fécondation in vitro? On en parlera. Alors, deux informations. Les résultats qu'on a aujourd'hui, et c'est, on va dire, ce qui est nouveau, c'est-à-dire que tout a été décrit dans les années 80, mais la célioscopie permet de faire aussi bien aujourd'hui que la microchirurgie. Donc, le gros progrès, c'est qu'on est devenu mini-invasif, et puis que la chirurgie, elle reste quelque chose qui est effectif, et encore une fois, je vous montrerai des schémas et des datas là-dessus. Aujourd'hui, on a une tendance à avoir des gens qui font de la fécondation in vitro, qui enlèvent les troncs très facilement, et vous verrez que c'est peut-être quand même pas la chose qu'il faut faire. C'est si vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Alan de Cherney, qui est américain un peu connu dans le domaine, en 2007 avait fait un éditorial dans Fertilité et Stérilité. Pour les non-gynécologues, c'est un peu une des revues de référence avec un très grand impact factor. Et son éditorial, c'était que la chirurgie était morte et qu'il ne restait que l'acte de décès. Donc ça a fait beaucoup réagir, c'était peut-être un peu provocateur et très nombreux à dire non, c'est pas vrai, la chirurgie n'est pas morte et on va essayer de vous le démontrer. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui? Alors, il y a des patients qui ne veulent pas de fécondation in vitro, il faut le savoir, et je dirais qu'il y en a de plus en plus qui veulent une méthode de conception naturelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, à peu près un enfant sur 10 naît de conception artificielle, donc c'est énorme. Eh bien, il y a quand même pas mal de patients qui de plus en plus souhaitent, c'est peut-être le mouvement écologique, avoir une grossesse spontanée, et ces patients-là sont d'accord d'avoir un traitement de la fertilité. Et puis on a les patientes qui abandonnent la FIV, ça paraît merveilleux, c'est merveilleux quand ça marche, mais en gros, la FIV c'est 35% de grossesse par tentative, quand ça ne marche pas, c'est très compliqué, psychologiquement c'est très lourd.
Lorsqu'on a eu 4 échecs de fil, eh bien, il n'y a plus de couverture sociale. La sécurité sociale s'arrête de rembourser. Alors 4, c'est déjà beaucoup, mais c'est les patients qui parfois vont demander qu'on aille plus loin que ça. Et puis, bien sûr, il faudra penser aux patients lorsqu'on fait une chirurgie qui n'est pas une chirurgie de la fertilité, mais lorsqu'on va traiter un fibrome ou une endométriose ou une infection tubovarienne sévère. C'est capital, et on en reparlera, de prévenir l'adhérence et de prévenir le dommage fait aux trompes, car très souvent, ce type d'intervention va générer une stérilité tubopéritonéale, parfois définitive. L'apprentissage est nécessaire, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure des courbes d'apprentissage. Voilà, on voit la une d'ailleurs, qui montre que entre un chirurgien qui est expérimenté et celui qui ne l'est pas, au départ, vous voyez, c'est le graphique de droite, il y a une différence, ils vont se retrouver ensuite, mais que dans tous les cas, le nombre d'adhérences de la formation d'adhérence va être vraiment fonction du nombre de procédures réalisées. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, on apprend à mieux opérer, ça c'est un truisme de dire ça, et aussi le résultat meilleur, et ça a été mesuré au niveau des adhérences, la formation des adhérences de novo après chirurgie. Alors là, c'est à peu près la même chose aussi, de voir que des gens qui ont une grosse expérience vont avoir une proportion de patients sans adhérence lorsqu'on les réopère beaucoup plus importante que les chirurgiens plus récents sur la technique. Mais il faut savoir que ce n'est pas le seul facteur, et par exemple lorsqu'on parle d'endométriome, on sait que l'endométriome, donc l'endométriose de l'ovaire, c'est quelque chose de compliqué, vous voyez que ce n'est pas le seul facteur, le facteur de la taille de l'endométriome, et en particulier quand vous avez un endométriome qui fait plus de 6 cm de diamètre, eh bien on a un plus grand risque d'avoir des adhérences lorsque l'on va réopérer ces patientes, et il y en a peu qui seront adeptes d'adhérence. Ce qui nous amène au dispositif anti-adhérentiel, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai dit, premier facteur, c'est la technique, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Eh bien, il y a 3 types de produits, on va dire, qui peuvent nous aider à éliminer ou diminuer la formation d'adhérence. Ce sont les barrières, les gels et l'hydroflottation. L'adepte, qui est maintenant bien connu par tous, je crois, l'iocodextrine, c'est ça, c'est un liquide qui n'est pas très onéreux, c'est un liquide qui permet d'être utilisé tout au cours de l'intervention, c'est-à-dire qu'on peut irriguer et faire le lavage avec l'adepte en continu. La question, c'est de savoir si c'est efficace. Le principe de l'adepte, c'est que ça se résorbe en senteur, et vous savez que les adhérences se forment dans les 3 à 5 jours qui suivent une chirurgie. Donc si on a un produit qui fait une hydroflottation dans les senteurs qui suivent, en principe, on devrait avoir de bons résultats. Il y a une étude qui avait été réalisée, je crois que c'est la seule qui était assez bien faite, qui est l'étude Pamela, qui était pour voir effectivement si ce produit, si l'adepte était efficace. Et vous voyez que le protocole, très rapidement, je ne vais pas m'étendre dessus, mais en gros, il y avait donc un second loop, c'est surtout ça qui est important pour savoir si c'était efficace. Et vous voyez que lorsqu'on regarde entre l'adepte et la laparoscopie, eh bien, il y a un effet, qui n'est pas un effet majeur, mais qui est quand même un effet qui est à la limite de la significativité, entre celles qui ont eu au niveau du second look, celles qui avaient utilisé de l'adepte et celles qui ne l'avaient pas utilisé. Après, il y a les barrières. Les barrières la plus classique, la plus connue, c'est l'intercide. Alors là aussi, il y a eu un certain nombre d'essais. Il y a eu 6 essais qui ont comparé l'utilisation d'intercide au cours de celluloscopie versus rien du tout. Et là aussi, on a constaté quand même qu'il y avait moins d'adhérence de novo et moins de reformation d'adhérence chez les patients chez lesquels on avait utilisé l'adepte. Aujourd'hui, on considère que c'est assez utile sur les lignes de myomectomie, par exemple, de protéger la surface d'une myomectomie avec de l'intercide. Vous voyez cette méta-analyse qui montre qu'on est quand même vraiment en faveur de l'intercide, mais là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas totalement significatif. Le yellow barrière, c'est le dernier des produits qu'on nous a proposé, qui est donc un gel d'acide hyaluronique, qui est assez facile d'emploi, puisque c'est un gel, donc on peut le mettre un peu n'importe où. Dans tous les cas, vous voyez là ici, il est par exemple mis sur une ligne de suture d'une patiente qui a dû subir, je pense, une myomectomie. Alors, là aussi, quand vous regardez l'effet, eh bien, il semble important. Et alors, juste un petit détail de cette étude, c'est que le promoteur de l'étude était le fabricant de yellow barrière, donc je veux dire, on peut quand même mettre un tout petit peu en doute les conclusions qui sont vraiment très favorables dans cette méta-analyse. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucune étude qui montre un bénéfice réel, clinique, sur l'amélioration de la douleur, l'amélioration de la fertilité. Donc c'est quelque chose qui, vous voyez, on a des tendances. Les tendances, c'est les réelles, mais à la limite en termes de significativité.
Mais malgré cela, on peut considérer aujourd'hui quand même que c'est tout à fait licite et logique d'utiliser ces produits, en particulier lorsqu'on a fait des grandes dissections, je pense en particulier à l'endométriose, ou à ce type de chirurgie ou bien obtenue. On a quand même le sentiment que l'utilisation de ces barrières est quelque chose d'intéressant pour essayer de diminuer quand même cette formation d'adhérence, en soulignant, pour terminer, qu'on avait dit, quand on fait de laparotomie, bien sûr, on a beaucoup d'adhérence. Si on fait une célioscopie, on n'aura pas d'adhérence. Et malheureusement, ce n'est pas vrai. Alors, c'est vrai dans certains cas, mais on se rend compte que la célioscopie crée aussi un certain nombre d'adhérences. Et ça nous amène sur l'environnement péritonéal, et ça, je pense que c'est très important. Il faut savoir que le gaz carbonique que l'on utilise en célioscopie est quelque chose qui est délétère et qui favorise la formation d'adhérence. Vous voyez, ça, c'est sur une étude qui avait été faite chez le lapin et qui montre qu'en fonction de la durée de l'intervention, eh bien, le risque d'adhérence va augmenter et que si on fait une hypoxie, donc, va augmenter le risque d'adhérence. Et lorsque par contre on rajoute de l'oxygène, c'est à droite, eh bien, on va diminuer la formation d'adhérence. Donc l'hypoxie est importante, est un facteur négatif pour les adhérences, de même que la durée de la procédure. Pour dire aussi que il a été démontré qu'il y a eu quelques expériences qui ont été faites là-dessus, qu'en fait, plus l'oxygénation est importante, plus elle va se retrouver au niveau des tissus. Et donc, c'est une étude qu'ils ont faite à Clermont-Ferrand là-dessus, sur la souris, pour voir si c'était efficace. Donc voilà l'étude qu'ils ont faite. Donc c'était pour regarder ce que ça donnait lorsqu'on faisait une laparotomie en variant l'oxygénation des tissus. Donc il y avait 3 groupes, groupe contrôle, un groupe avec une FiO2 moyenne et une FiO2 qui était augmentée. Les adhérences étaient après traitées en fonction de leur surface, en fonction du type d'adhérence, si elles étaient c'était des adhérences fines ou c'était des adhérences épaisses. Et en gros, ce que l'on peut dire, c'est que les patients, les souris qui avaient peu d'adhérence étaient celles qui étaient dans le groupe dans lequel il y avait le plus de pression d'oxygène sur les tissus. Donc en fait, là une fois, ça corrobore ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que l'oxygénation, ou plutôt l'absence d'oxygénation, est un facteur délétère sur la formation d'adhérence. Et donc, de la même chose, vous voyez que sur la sévérité des adhérences, vous voyez que c'était beaucoup plus sévère lorsqu'on a une FiO2 qui est basse que lorsque la FiO2 est élevée, et c'est presque 10 fois moins, et là c'est complètement significatif. Et donc, on peut dire que de rajouter de l'oxygène, si on peut dire, au niveau des tissus, ça réduit la formation des adhérences. Alors, ils ont étudié d'autres paramètres pour savoir quels étaient les paramètres de la célioscopie, puisqu'aujourd'hui tout se fait par célioscopie, et en particulier de savoir si la pression du gaz et la température avaient un effet. Donc, je vous passe le flowchart qui est un petit peu compliqué dans cette étude, de la même que c'est quasi illisible, les caractéristiques des différentes interventions. Et pour dire simplement qu'en fait, il semble bien que en fonction de l'oxygénation, en fonction de la température et de l'humidification du gaz, l'odeur ratio augmente, c'est-à-dire qu'en fait, mieux le gaz sera humidifié, moins d'adhérence on aura dans ce cas-là. Et donc, ils ont corroboré tout ça avec des biopsies péritonéales. Là, j'avoue que j'ai eu du mal à relire cette diapositive parce qu'elle n'est pas tout à fait évidente. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que les paramètres importants, c'est finalement l'hypoxie, la durée d'intervention et l'importance de la pression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est à proposer des célioscopies à pression diminuée, car plus la pression est élevée, plus le risque d'adhérence augmente. Je crois d'ailleurs qu'il y a un dernier papier qui est fait là-dessus et qui montre qu'effectivement, sur différents sites, en fonction de la pression, eh bien, le score est tout à fait différent. Et c'est un plaidoyer pour diminuer la pression des gaz au niveau de la célioscopie. En conclusion, donc, Michel Canis disait que la chirurgie devrait garder une place importante dans la clinique de la fertilité. Donc ça, je ne peux qu'y souscrire, que la technique, c'est ce que je vous ai expliqué, est absolument essentielle. Son enseignement doit rester une priorité, et je vous en redirai un mot tout à l'heure, c'est un petit peu un vœu pieux, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a peu d'enseignement dans ce domaine. Les anti-adhérences, on ne peut pas prouver que ça marche, c'est encore ce que l'on a de mieux après la technique, et je crois qu'il faut les utiliser.
Et puis l'environnement péritonéal deviendra un instrument thérapeutique. C'est évidemment probable si on utilise correctement les différents paramètres qui sont à notre disposition au niveau de l'environnement celluloscopique. Voilà. Merci beaucoup.